Il nous paraît impossible de définir l'impressionnisme sans évoquer la peinture de plein air. Mais qu'implique cette approche pour un peintre? Peindre en plein air est un défi, car pour capter en couleur une sensation visuelle, il faut déterminer d'un seul geste la forme et la couleur du motif. En plein air, l'artiste fait face aux caprices des éléments. Il lui faut aussi emporter sur le site un matériel encombrant, couleurs et supports, sans oublier chevalets, sièges et ombrelles. En outre, rien n'est fixe dans la nature, où le peintre, sollicité par une foule de sensations, doit faire preuve de décision et de rapidité. Pour transcrire l'effet choisi, il lui faut prendre des notes en hâte et exercer sa mémoire visuelle. Dans l'urgence, il renonce à la précision du dessin et favorise les grands effets de contraste d'ombre et de lumière. Il laisse la touche apparente, ce qui souligne le geste de l'artiste et la matérialité de la peinture. Depuis les esquisses peintes à Rome au XVIIIe siècle jusqu'aux tableaux exécutés par les futurs impressionnistes dans les années 1860, la pratique du plein air s'impose. Car un puissant sentiment de la nature croît au rythme des progrès de l'industrialisation et de l'urbanisation. Comme une lame de fond, il touche l'ensemble des pays d'Europe où une société nouvelle, éprise de vérité et d'authenticité, se met en place. De Thomas Jones à Camille Corot, de John Constable et de William Turner à l'école de Barbizon, des Macchiaioli à Edgar Degas et d'Eugène Boudin à Claude Monet, l'art du paysage évolue et conquiert un nouveau statut. François Desportes a effectué son apprentissage à la fin du XVIIe siècle chez un maître flamand installé à Paris. Il débute sa carrière de peintre dans le domaine de la décoration, à une époque où l'on tient l'art du paysage pour un genre mineur. Après un bref séjour à la cour de Pologne, où il est portraitiste, Desportes est appelé à la cour de Louis XIV pour devenir peintre animalier. Il suit le roi lors des chasses, toujours équipé d'un portefeuille dans lequel il dessine les chiens dans diverses attitudes. Il est également l'auteur de natures mortes, dans lesquelles abondent fleurs, fruits et animaux. Il a par ailleurs laissé une trentaine d'esquisses de paysages dans son fond d'atelier, comme celle que vous voyez ici. La spontanéité de l'artiste y est perceptible. Desportes y représente les campagnes vallonnées d'Île-de-France, souvent animées par des effets de lumière. Cet ensemble de petites œuvres peintes à l'huile sur papier constituait pour l'artiste un répertoire complet de motifs et de sujets. Elle lui servait ensuite à réaliser aussi bien des tableaux de chasse et de chiens que de grandes compositions décoratives et des cartons de tapisserie pour la manufacture royale des Gobelins. Elle n'était pas destinée à être exposée. Cette approche du paysage, inhabituelle pour l'époque, manifeste une sensibilité très moderne par sa simplicité, son économie de moyens et son caractère assez direct. Thomas Jones est originaire du pays de Galles. Il débute sa formation à Londres et s'initie à la peinture d'histoire. Suivant une tradition instituée au sein de l'aristocratie anglaise, Jones entame un voyage éducatif, le Grand Tour. Il se rend en Italie en 1776 et effectue un séjour à Rome avant de s'installer à Naples. Il y fréquente de nombreux compatriotes. Il a exécuté de nombreuses études dans des sites napolitains qui n'avaient rien de remarquable ni de pittoresque selon les critères artistiques de son temps. À son retour dans son pays natal, Jones délaissera la peinture et deviendra magistrat de sa ville. Sa production artistique n'est pas importante en nombre, mais présente des caractères très novateurs ainsi qu'une sensibilité remarquablement précoce aux effets de lumière. Le site représenté ici par Thomas Jones n'a pas été identifié. L'œuvre date de sa période napolitaine.
Elle donne une image monumentale de cette falaise coiffée de végétation et couronnée par un bâtiment blanc. Les jeux d'ombre et de lumière contrastent nettement sur la paroi rocheuse. Ils soulignent les arêtes saillantes de la roche. Les volumes sont accentués et donnent un caractère géométrique à cette composition. Le muret de pierre, visible au premier plan, laisse penser que l'artiste s'est posté sur le toit-terrasse d'une maison. Il accentue l'effet de réel et manifeste discrètement la présence du peintre. Depuis la Renaissance, le voyage en Italie s'est généralement imposé comme une nécessité aux artistes, leur permettant de voir et de copier les trésors artistiques de la péninsule. Cet intérêt se traduit en 1666 par la création de l'Académie de France à Rome, installée dans la Villa Médicis à partir de 1803. Cette pratique s'intensifie au cours du XVIIIe siècle. Pierre-Henri de Valenciennes n'échappe pas à cette attraction. Il a effectué 3 séjours à Rome, d'où il rapporte de nombreux dessins et esquisses, dont un grand nombre ont été exécutés à proximité de la Villa Médicis. À côté d'œuvres officielles composées en atelier, Valenciennes a laissé un grand nombre d'études peintes en plein air, comme cette vue représentant le couvent de Lara Coeli. Ce bâtiment abritait alors l'ordre des frères mineurs et a été détruit un siècle plus tard, en 1886. Il était situé sur la colline du Capitole, à Rome, juste à côté de la basilique du même nom. Valenciennes évite soigneusement la façade de la célèbre basilique. Il se positionne à l'écart et adopte un point de vue qui restitue une image humble et quotidienne de ce site, maintes fois représenté par d'autres artistes. Sa priorité est de capter les jeux d'ombre et de lumière. Le titre attire notre attention sur le pin parasol, affirmant ainsi l'importance de la végétation à l'égal de l'architecture. La facture et les coloris restituent une fraîcheur de sensation qui annonce la sensibilité de Corot quelques décennies plus tard. En 1800, Valenciennes publie un traité consacré à la pratique du paysage, dans lequel il consacre un chapitre à l'étude à l'huile. Il contribue activement à la reconnaissance de ce genre dans les milieux académiques. Originaire d'Aix-en-Provence, François-Marius Granet reçoit une formation classique à la fin du XVIIIe siècle. Il décide de devenir peintre d'histoire et travaille un temps dans l'atelier de Jacques-Louis David à Paris. Il part pour l'Italie en 1802 et s'installe à Rome. Il n'en reviendra que 17 ans plus tard. Durant ce long séjour, il peint inlassablement la ville et ses environs, montre les monuments et les points de vue célèbres. Il exécute de nombreuses pochades sur le vif et s'inspire de la géométrie de la ville. Cette vue de Rome, observée depuis la Villa Malta, semble renoncer au pittoresque des vues célèbres. Elle a été saisie en plein air, au détour d'une promenade. Le peintre cherche ici à rendre avec précision l'atmosphère secrète et poétique des lieux. Son attention a été retenue par l'imbrication des volumes et les jeux de lumière subtils. À son retour en France, Granet exerce des fonctions dans l'administration des beaux-arts. À partir de 1824, il devient conservateur au musée du Louvre, puis à Versailles. Tout au long du XVIIIe siècle, Rome exerce une véritable fascination sur les artistes. Vers 1800, la ville éternelle est un creuset artistique pour les peintres en provenance de toute l'Europe, notamment des pays nordiques. Christopher Wilhelm Eckersberg est le chef de file de l'école de Copenhague. En 1810, il entame un grand tour qui le conduit à Paris, où il entre à l'atelier de Jacques-Louis David. Il quitte la France pour l'Italie en juin 1813 et s'installe à Rome. Dans ce milieu artistique foisonnant et international, Eckersberg se sent libre d'expérimenter de nouvelles approches. Il décide de travailler essentiellement en plein air. Il s'attache à saisir les caprices des ombres
et de la lumière et adopte des points de vue innovants où l'architecture dialogue avec le paysage. Pour peindre cette vue de Rome, l'artiste s'est placé dans l'ombre du Colisée et nous donne à voir le temple de Vénus à travers 2 arches. Eckersberg mêle la sensation d'instantanéité produite par les effets de lumière avec la permanence d'une architecture ancienne qui défie le temps. De retour à Copenhague en 1816, Eckersberg s'est consacré à l'enseignement de la peinture et a largement contribué à la diffusion de sa sensibilité artistique parmi les jeunes générations danoises, ainsi qu'à une meilleure reconnaissance du genre du paysage dans les pays nordiques. Le jeune Corot se rend une première fois en Italie en 1825 et y séjourne 3 ans, non pas dans le cadre réglementé de l'Académie, mais en autodidacte. Il travaille librement avec d'autres artistes français et étrangers, à Rome et dans la campagne des environs, multipliant les études sur le motif. La toile devant laquelle vous vous trouvez représente la vasque située en façade de la Villa Médicis, siège de l'Académie de France depuis 1803. C'est alors un lieu de promenade recherché en raison de la vision majestueuse qu'il offre sur la ville éternelle en contrebas. Corot représente le site d'un point de vue original, situé très bas, ce qui renforce la monumentalité de la vasque encadrée de 2 grands arbres. On devine la présence d'un prêtre dont la silhouette se détache à peine du tronc de l'un d'eux. Ce premier plan, à l'ombre, traité dans une gamme subtile de tons verts et bruns, contraste fortement avec l'arrière-plan illuminé d'ocres et de roses et dominé par la coupole de la basilique Saint-Pierre. Par cette vision synthétique, empreinte à la fois d'une rigueur de construction classique et d'un rendu sensible des matières et des effets de lumière, Corot s'affirme comme un maître de la peinture de paysage. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1848, se produit dans le ciel européen une spectaculaire aurore boréale. Visible jusque dans les régions méridionales, elle est minutieusement décrite par les astronomes et observée par la foule massée dans les rues. Les commentateurs notent que le phénomène est particulièrement intense à Naples et qu'il dure environ 5 heures. Le peintre Salvatore Fergola est issu d'une famille d'artistes napolitains. Il a fait carrière à la cour des Bourbons et a souvent pris pour sujet des événements extraordinaires. Il a notamment représenté l'inauguration de la première voie de chemin de fer italienne, l'incendie du théâtre San Carlo et l'éruption du Vésuve. Pour observer cette aurore boréale, il s'est posté sur la terrasse de l'Observatoire royal de Capodimonte. Situé sur les hauteurs de Naples, l'observatoire offre un large panorama sur la ville et sur le golfe. Fergola a peint 2 versions de l'événement. La première version est celle que vous voyez devant vous. Elle décrit un paysage plongé dans l'obscurité et au-dessus duquel flamboie un halo de lumière rose. La deuxième version montre un paysage embrasé par une lueur rouge vif. Les descriptions du directeur de l'Observatoire de Parme confirment l'exactitude du témoignage apporté par Fergola et montrent que l'artiste a cherché à restituer ses observations de la nature avec la plus grande fidélité. Turner est l'artiste phare de la génération romantique anglaise. Originaire de Londres, qui a toujours été son lieu de résidence, il a aussi été un grand voyageur. Il s'est rendu à plusieurs reprises en France, en Italie, dans l'esprit du Grand Tour, et a visité également la Hollande, la Belgique et les régions rhénanes. De ses voyages, il rapporte de très nombreuses aquarelles dont l'éclat et la rapidité de touche attirent à lui des mécènes importants. George Wyndham, comte d'Egremont, est l'un d'eux.
Il collectionne les œuvres de Turner à partir de 1802. Il invite l'artiste à de nombreuses reprises dans son château de Petworth, situé au sud de l'Angleterre, près de Brighton. Et il lui aménage même une pièce pour lui servir d'atelier. Le comte lui commande 4 peintures destinées à orner la salle à manger de sa résidence. La toile qui se trouve devant vous est une étude pour l'une d'entre elles. Son format correspond très exactement à l'emplacement prévu pour l'œuvre achevée, qui est toujours aujourd'hui en place au château de Petworth. Cette étude représente le plan d'eau du parc, dont le comte était particulièrement fier pour en avoir confié la conception à Capability Brown. Le peintre, qui a peut-être observé la scène de sa fenêtre, s'intéresse moins à la topographie qu'aux effets d'atmosphère du couchant. Il nous livre une image évanescente et dramatique à la fois d'un paysage anglais rivalisant de grandeur avec le paysage italien. Après la mort de l'artiste en 1851, cette étude est intégrée au legs Turner et attribuée à la National Gallery à Londres. Cette étude est présentée au public en tant qu'œuvre inachevée dès 1857. D'abord déroutant pour la critique, ce style libre et atmosphérique est progressivement accepté, puis admiré comme la quintessence du génie de l'artiste. En 1821, John Constable s'installe à Hampstead. Dans cet observatoire naturel qu'est la colline située au nord de Londres, il se consacre presque exclusivement à l'étude du ciel et des nuages et exécute plus d'une centaine d'études en une année. Il se livre à des observations météorologiques et se nourrit de lectures scientifiques sur la formation et les types de nuages. Il rassemble ses notes en vue de donner une conférence sur ce sujet et dit vouloir peindre une histoire naturelle des cieux. L'œuvre que vous voyez est une esquisse que Constable a peinte lors d'un séjour dans sa belle famille, dans la région de Brighton, au cours des années 1820. La ville est alors une villégiature royale très à la mode. Mais Constable préfère tourner le dos au tumulte et à l'agitation de la ville pour se concentrer sur les effets majestueux d'un orage qui vient de se déclarer en mer. Il a l'habitude de se rendre sur la plage, équipé de sa boîte à couleurs. Il s'assied face à la mer et épingle une feuille de papier au couvercle de la boîte simplement posée sur ses genoux. L'artiste traduit la violence du phénomène en brossant énergiquement le papier et, avec le bout du manche de son pinceau, il racle la surface picturale afin de figurer le roulis des vagues par de longues stries horizontales. Peindre les phénomènes naturels avec une telle expressivité n'est cependant pas une fin en soi pour Constable. Il reste attaché au principe du paysage composé et ses œuvres achevées sont longuement travaillées en atelier. Depuis une terrasse située sur la rive ouest du lac d'Annecy, Théodore Caruel d'Aligny peint le spectacle radieux de la montagne dans la lumière du matin. Dans l'air pur des Alpes, le lac apparaît comme une saisissante bande de turquoise et le profil du massif se dessine avec une extraordinaire précision. Caruel d'Aligny découvre probablement l'étude en plein air dès ses années de formation grâce à son professeur Jean-Victor Bertin, qui encourage ses élèves à aller peindre en forêt de Fontainebleau. C'est à cette même époque qu'il se lie d'amitié avec Camille Corot. Il ne se présente pas au concours du prix de Rome, mais séjourne à ses frais en Italie de 1822 à 1827. De retour en France, il explore la vallée du Rhône, le Sud, les Alpes, la Normandie et l'Auvergne, avant de partir pour un second séjour en Italie. Au salon de 1837, son paysage historique Prométhée enchaîné est récompensé. Ce succès lui permet d'ouvrir un atelier et de recevoir des commandes officielles. La beauté sévère de son dessin le fait surnommer l'Ingres du paysage par Théophile Gautier. Caruel d'Aligny est l'un des premiers artistes à prendre l'habitude de séjourner régulièrement en forêt de Fontainebleau.
Il achète une maison en bordure de la forêt en 1847 et y vit une partie de l'année jusqu'à ce qu'il prenne, en 1861, la direction de l'École des beaux-arts de Lyon, où il finira sa carrière. Initié à la peinture de plein air par ses professeurs Achille Etna Michalon et Jean-Victor Bertin, Camille Corot découvre la forêt de Fontainebleau dès 1822 et la fréquente tout au long de sa vie. Il peint la carrière de Chaise-Marie à Fontainebleau en 1831, au retour de son premier séjour en Italie. L'endroit est une carrière désaffectée, où la population locale vient chercher du bois. Corot a représenté deux figures occupées à cette activité, l'une au premier plan, l'autre plus haut dans les rochers. Les petites silhouettes animent la composition et adoucissent l'aridité de la pierre. L'œuvre a été peinte sur une feuille de papier, plus tard marouflée sur toile, ce qui indiquerait un travail sur le motif. Son aspect très achevé suggère toutefois une reprise en atelier par la suite. Dès les années 1830, Corot prend l'habitude de parcourir la campagne française pendant la belle saison. Ses voyages le conduisent en Bretagne, en Provence, dans le Limousin et dans le nord de la France. Mais la forêt de Fontainebleau, comme Ville-d'Avray et la Normandie, fait partie des lieux où il revient régulièrement. Les études qu'il réalise en plein air, mais aussi sa mémoire de l'atmosphère des lieux, alimentent son travail en atelier et les grandes compositions qu'il présente au salon. Né à Paris dans un milieu modeste et formé très tôt à la peinture, Georges Michel est longtemps resté dans l'ombre. La plupart des informations connues à son sujet ont été recueillies auprès de sa veuve par le critique d'art Alfred Sancier, 30 ans après la mort de l'artiste. D'après ce témoignage, Michel a travaillé un temps pour le compte du marchand Jean-Baptiste Lebrun, époux d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Après la période révolutionnaire, qui embrase la France alors qu'il a 26 ans, il prend l'habitude de parcourir les forêts des environs de Paris en compagnie d'amis peintres et travaille avec eux en plein air. Il expose au salon de 1791 à 1814. Sa peinture, très marquée par l'exemple des maîtres hollandais, n'attire pas beaucoup l'attention de la critique. À partir de 1821, il vit dans le quartier du Temple et fait chaque jour de longues promenades qui le conduisent jusqu'aux communes encore rurales que sont Belleville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Bondy, Pantin et Vincennes. Dans les plaines du nord de Paris, l'horizon laisse une grande place au ciel, dont Michel décrit les formations nuageuses spectaculaires avec un pinceau très libre. D'après sa veuve, il dessinait plus qu'il ne peignait lors de ses promenades, mais ses œuvres, notamment vers la fin de sa vie, montrent une touche vigoureuse inspirée des techniques de l'esquisse de plein air. Charles-François d'Aubigny reçoit l'enseignement du paysagiste néoclassique Jean-Victor Bertin. En 1836, il séjourne en Italie à ses propres frais. Après avoir échoué au concours du prix de Rome en 1837, il est reçu au salon dès l'année suivante. Il abandonne rapidement le genre du paysage historique pour se concentrer sur le paysage pur, développant au fil des années un geste rapide, une touche large, un aspect non fini qui marqueront les impressionnistes. Ce panneau de bois peint à l'huile représente la Seine à Beson, juste en aval d'Argenteuil. C'est un paysage d'eau, comme les affectionnés d'Aubigny, qui, en 1857, se fait construire un bateau-atelier pour pouvoir travailler au plus près de son motif de prédilection. L'idée du bottin, comme le bateau était surnommé, inspirera à Claude Monet son propre atelier flottant. Ici, le paysage est peint depuis la berge. Le bottin n'existe pas encore. Nous sommes en 1851, l'année où Daubigny commence à recevoir une reconnaissance officielle. 2 de ses œuvres, présentées au salon, sont acquises par l'État. Le succès se répète l'année suivante, mais déjà la critique exprime un certain scepticisme
devant l'aspect ébauché de sa peinture. Cela ne l'empêchera pas d'être plusieurs fois élu au jury du salon à la fin des années 1860. Il y sera, avec son ami Corot, l'un des uniques soutiens des futurs impressionnistes. Courbet fréquente la forêt de Fontainebleau à partir de 1840 et partage avec les peintres de l'école de Barbizon la volonté d'un rendu authentique de la nature. S'il n'embrasse jamais la peinture en plein air de la même façon que ses amis de Barbizon ou du groupe impressionniste, l'immersion dans le motif est une étape essentielle de son travail. Ses séjours normands, de 1865 et 1869, lui inspirent une série consacrée au thème de la vague, plus insaisissable encore que celui des nuages, et qui montre peut-être les limites du plein air. Maupassant a relaté une visite rendue au peintre à cette époque, alors qu'il séjourne à Étretat. Il le décrit au travail un jour de tempête, dans une maison si proche de la mer que l'eau salée bat ses fenêtres. Le peintre étale la peinture au couteau sur sa toile et s'interrompt régulièrement pour aller coller son visage sur la vitre et observer les vagues qui se fracassent sur le rivage. Courbet rend la puissance de l'élément liquide par un travail énergique. Le cadrage est frontal, l'horizon ténébreux et le ciel menaçant à l'exception d'une percée d'azur au sommet de la composition. Le rivage est absent et aucun personnage ne vient nous servir de point de repère. Comme dans nombre de ses paysages, Courbet immerge le spectateur dans le milieu représenté. Au milieu du XIXe siècle, il n'y a pas d'État italien. La péninsule est sous la domination de l'Empire autrichien. Avec l'aide des Français et des Anglais, l'Italie devient le théâtre de luttes armées pour son indépendance. Sensible à cette prise de conscience nationale et rebelle à l'emprise de la tradition académique dans le domaine des arts, un groupe de jeunes peintres se réunit à Florence, au café Michelangelo. Ils aspirent à élaborer un langage pictural novateur. On les appelle les macchiaioli, en référence au terme italien macchia. Ce mot évoque à la fois la tache de couleur et la notion d'ébauche. En 1859, l'un de ces jeunes artistes rebelles, Giovanni Fattori, peint d'après nature les soldats français qui stationnent à Florence. Il applique les nouvelles conceptions discutées avec ses amis. Il travaille la peinture directement sur la toile, sans dessin préalable, et restitue l'intensité de la lumière par un jeu de contraste particulièrement tranché. Il synthétise les formes en excluant les détails et les modulations de couleurs. Enfin, il fait le choix d'une composition simplifiée, où l'arrière-plan stoppe le regard et s'affranchit de tout effet de perspective, qui est un aspect incontournable de la peinture académique. Giuseppe Abbati est originaire de Venise. À 23 ans, il s'engage comme volontaire dans les troupes de Garibaldi pour obtenir l'indépendance et l'unité italienne. Blessé à la bataille de Capoue en 1860, il y perd un œil. Il s'installe ensuite à Florence et commence à fréquenter le café Michelangelo, où il se lie avec d'autres jeunes peintres en rébellion contre le conservatisme politique et artistique, et connu plus tard sous le nom de Macchiaioli. Parmi eux, Diego Martelli, critique d'art et mécène, ami de Degas, a laissé de précieuses informations sur Abbati. Il se mit à étudier très sérieusement dans les cloîtres de Santa Croce, alors en cours de restauration, et où étaient amassés des blocs de marbre de toutes les couleurs, qui offraient à l'artiste l'avantage d'avoir devant soi des masses bien définies et des contrastes marqués. L'audace du peintre le conduit à ignorer les beautés de ce fleuron de l'architecture florentine pour concentrer son attention sur de simples blocs de pierre. Exposés en plein soleil, ils offrent au peintre l'occasion de magnifier les jeux d'ombre et de lumière par des contrastes francs et tranchés. Une note colorée d'un bleu vif apporte un contrepoint à cette palette de tons neutres.
Tourné dos au spectateur, le personnage, qui semble au repos, accentue l'impression d'une scène muette où l'intensité des rayons solaires absorbe les énergies. Natif de Honfleur, Eugène Boudin ne reçut pas de formation classique. Il apprit en observant les œuvres des peintres anciens et contemporains et surtout en travaillant sur le motif. Pour lui, la nature était le grand maître. Le ciel changeant de l'estuaire de la Seine lui fournit le sujet de centaines d'études au pastel et à l'huile où il inscrivait parfois l'heure, la direction, l'atmosphère. On distingue ici, gratté dans la peinture en bas à droite, les mentions 4 heures et le vent. Corot surnommait Boudin le roi des ciels, et Courbet lui aurait dit qu'il était le seul à vraiment connaître le ciel. Les études de Boudin charmèrent aussi Baudelaire lorsqu'il lui rendit visite dans son atelier en 1859. Pour saisir ce que le poète appelait ses beautés météorologiques, Boudin développa une technique rapide et privilégia les petits formats. Cette manière de peindre et sa volonté de préserver son impression première, la plus importante pour un peintre selon lui, le conduisirent à brouiller la frontière entre esquisse et peinture achevée. Il fut ainsi l'un des premiers à élever l'étude au rang d'œuvre se suffisant à elle-même. La critique lui reprocha souvent le manque de finition de ses tableaux, mais son exemple marqua profondément le travail des impressionnistes, notamment par l'intermédiaire de son ami Claude Monet, qui déclarait à la fin de sa vie « Si je suis devenu peintre, c'est à Eugène Boudin que je le dois. » Eugène Boudin peint ses premières scènes de plage au cours de l'été 1862 et elles constituent une part importante de sa production jusqu'en 1869, année où il réalise cette dame en blanc sur la plage de Trouville. La composition laisse beaucoup de place au ciel. Comme souvent dans les plages de l'artiste, la mer est peu présente, masquée par les élégantes en crinoline. La vue est large, presque panoramique, et les personnages sont regroupés en frises. À droite, on distingue une cabine de plage, derrière laquelle se profile la falaise des Roches Noires. La touche est brossée, rapide, les couleurs claires et délicates. Les bleus, beiges et gris du fond sont relevés par les notes vives des robes, des chapeaux et des ombrelles. La dame en blanc porte ce qu'on appelait un petit costume, c'est-à-dire une jupe légèrement retroussée qui laisse voir ici un jupon fantaisie rouge. Cette mode nouvelle donnait aux femmes une plus grande liberté de mouvement lors de leur séjour à la campagne ou sur la côte. Boudin espérait que le thème des plages séduirait au salon, visité par la même bourgeoisie qui fréquentait les stations balnéaires. Néanmoins, en dehors de quelques amateurs éclairés, le public bouda le sujet que sa nouveauté même faisait percevoir comme trivial. L'architecture balnéaire, la présence d'une foule citadine sur les plages de Trouville et Deauville et ses tenues à la dernière mode constituaient en effet un motif d'une grande modernité. Sur le quai du port de Boulogne, un groupe de femmes attend le retour des bateaux de pêche. Le clair de lune illumine leurs coiffes blanches et fait briller l'eau verte du port. Au-dessus des gréements, le ciel piqueté d'étoiles et la face de la lune sont en partie masqués par les nuages. Édouard Manet a peint ce tableau sur le motif depuis les fenêtres de l'hôtel Folkestone où il séjourna avec sa famille au cours de l'été 1868 ou 1869. Le clair-obscur mystérieux de cette scène nocturne rappelle la peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle. Manet possédait dans sa collection personnelle une œuvre du peintre Art van der Neer qui s'était spécialisé dans les représentations de paysages au clair de lune. Si Manet s'est inspiré
de l'atmosphère de cette œuvre, il n'en a pas repris la manière lisse et précise. La touche large et les contrastes forts rappellent plutôt les maîtres espagnols, qu'il admirait également. L'indépendance de Manet était une source d'inspiration pour les impressionnistes avec qui il entretenait des relations amicales. Il se tint à l'écart de leurs expositions, mais s'essaya au plein air en leur compagnie et fut sensible à leurs recherches. Le travail d'atelier et les compositions longuement méditées eurent cependant toujours sa préférence. Une analyse au rayon X du clair de lune sur le port de Boulogne a ainsi révélé d'importants changements pendant l'élaboration du tableau. La lune apparaissait plus bas à l'origine et les silhouettes sombres des bateaux, à droite, ont été ajoutées après coup. En 1870, Claude Monet passe l'été à Trouville en compagnie de Camille, qu'il vient d'épouser, et de leur fils Jean. La petite famille séjourne 3 mois à l'hôtel Tivoli, un établissement modeste à l'intérieur de la ville. Leur situation financière est catastrophique et la guerre avec la Prusse menace. Malgré ce contexte difficile, Monet peint 9 toiles inspirées par le spectacle plaisant de la plage de Trouville, avec ses visiteurs élégants et ses beaux hôtels sur le front de mer. 5 de ces toiles sont de petite dimension, comme celle qui se trouve devant vous. Les 4 autres sont plus grandes. L'œuvre, représentant Camille en robe rayée, que vous pouvez également admirer dans cette section de l'exposition, en fait partie. La plage de Trouville montre Camille portant une robe claire et un chapeau à fleurs. Une ombrelle doublée de bleu protège son visage du soleil, dont la lumière, sur son genou, est capturée en quelques traits par Monet. La femme en noir, assise à ses côtés, est peut-être l'épouse d'Eugène Boudin, dont Monet reprend ici l'un des thèmes favoris. Comme son ami, il fait aussi le choix d'une palette claire, riche en mauve et en bleu. Sur la chaise au premier plan, une chaussure d'enfant, qui pourrait être celle de Jean, est suspendue au dossier. Le petit format de la toile et la touche large et rapide de Monet laissent supposer un travail en plein air, confirmé par les grains de sable emprisonnés dans la peinture et visibles en bas à droite du tableau. Au cours de l'été 1865, Monet, installé à Chailly-en-Bière, dans la forêt de Fontainebleau, travaille à un projet monumental. Il souhaite présenter au Salon de 1866 une toile de plus de 4 mètres sur 6, intitulée « Le déjeuner sur l'herbe ». Elle représente un groupe de Parisiens élégants rassemblés pour un pique-nique dans une clairière de la forêt de Fontainebleau. L'œuvre définitive n'est finalement jamais exposée, et Monet se voit contraint de la découper en 3 morceaux après qu'elle a été endommagée par de mauvaises conditions de stockage. 2 de ces 3 fragments sont aujourd'hui conservés au musée d'Orsay. Le 3e a disparu. Monet réalise cette toile immense en atelier à partir d'études sur nature plus petites dont il s'efforce de préserver la spontanéité dans l'œuvre finale. Les promeneurs sont l'une de ces études peintes sur le motif. Monet a fait poser 2 de ses proches, sa compagne Camille Doncieux et son ami le peintre Frédéric Bazille. La posture de Camille met en valeur sa tenue, constituée d'un boléro ajusté et d'une longue robe à traîne, portée sans crinoline. Les plis volumineux du tissu sont rendus par de grands coups de pinceau. La rapidité de la touche de Monet est également bien perceptible dans les taches de lumière qui parsèment le sol. L'audace de la technique et la modernité du sujet, soulignée par l'attention que porte Monet aux dernières modes vestimentaires, se conjuguent dans le projet du déjeuner sur l'herbe pour en faire un manifeste de cette nouvelle peinture qui sera bientôt connue sous le nom d'impressionnisme.